Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. On est dans la saison 3, c'est le deuxième épisode et je vais à la rencontre d'Estelle Poré. Salut Estelle. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Estelle, je découvre un petit peu ton existence en tant qu'athlète de haut niveau, chef d'entreprise. On m'a fortement recommandé d'aller t'interviewer parce que on m'a dit que tu allais avoir plein de choses intéressantes à me raconter pour, en tout cas, parler de mental, préparation mentale, de sport, mais aussi d'entrepreneuriat. Et j'ai appris aussi en lisant un petit peu que tu étais ambassadrice de l'Apart Fitness aussi. Tout à fait. Donc voilà, donc tu as plein de choses à nous raconter. Je suis allé vite voir ton palmarès. Je me suis dit, waouh, 3 fois vice-championne du monde, vice-championne du monde d'Europe, 3 fois championne de France. Dernièrement, tu as fait une compète où tu as la médaille d'argent, la deuxième place, à la Water Jet World Cup. Exactement. Qui était en Voilà, Thaïlande, et ouais. ouais, j'ai vu que tu avais aussi eu des difficultés à trouver des ressources financières pour y aller, mais que finalement, la chance t'a souri et que tu as pu aller concourir et que finalement, ça s'est bien passé. Et en plus, en revenant de blessure. Si t'as pas, Exactement. si t'as pas un gros mental, je sais pas qui a un gros mental là. Exactement, c'était pas prévu à la base de faire cette compétition, justement par manque de budget et puis l'opportunité s'est présentée. Je l'ai directement, prise, suivie, on va dire et inspirée par l'objectif. On est allé là-bas, on a fait un super résultat donc c'est chouette. Alors, tu pourrais te présenter un petit peu, même si je t'ai déjà un petit peu présenté, mais aussi nous parler un peu de ta discipline, parce que c'est pas forcément une discipline dont on parle régulièrement. Je la vois pas trop en tout cas dans les médias télévisés. On parle beaucoup de foot, mais en tout cas, le jet ski, j'en ai rarement vu. Et du coup, ça serait super pour les auditeurs d'en savoir un petit peu plus sur cette discipline. Bien sûr, alors ouais, le jet ski, c'est un sport, assez extrême qui est pas forcément très connu en France. Il est plus ou moins connu pour le loisir. Il existe 2 types de jet ski, le jet à bras, et le jet à selle. Donc le jet à selle, celui qu'on voit le plus communément, où on est assis finalement, c'est plutôt des grosses machines avec une selle où on est assis, scooter des mers, on va dire. Et moi, je pratique le jet à bras, donc c'est un jet qui est beaucoup plus petit, on peut pas s'asseoir, on est debout, qui demande du coup un peu plus de conditions physiques, d'équilibre, pour pouvoir, le piloter. C'est très technique, très sportif aussi. Et les compétitions, ça s'inspire un petit peu de la Formule 1 ou de la motocross, hein, c'est-à-dire qu'on a un circuit de bouée sur l'eau. On est entre 15 et 20 pilotes et on part pour une course d'une vingtaine de minutes. Et bien évidemment, le premier qui arrive, c'est celui qui gagne la course, quoi. Bon, Donc, génial. donc moi, je pratique ça. J'ai 26 ans aujourd'hui et je suis tombée dedans. Hein, je me suis pas réveillée un jour en me disant je veux faire du jet ski. C'est mes parents qui en faisaient, donc j'ai 3 grands frères également. On est nés dans ce milieu-là et voilà, j'ai attaqué le jet quand j'étais, assez petite, à 10-12 ans et les compétitions en France à 14 ans. Voilà. Comme Obélix, t'es tombé dans la potion tout de suite. Exactement, c'est ça. J'allais sur les courses, je crois que ma maman à l'époque a fait une course, elle était enceinte de moi donc Ah ouais, carrément. Incroyable. Alors, du coup, tu es chef d'entreprise aussi. Alors, c'est-à-dire ton entreprise, c'est ton entreprise. Alors, souvent, il y a des athlètes qui sont chefs d'entreprise comment dire, qui sont leurs propres produits. Toi, tu es chef d'entreprise dans quel domaine? alors dans le bâtiment principalement, de métier de formation, je suis ingénieure en bâtiment. Et en fait, on est dans un sport qui reste, même si on a un niveau professionnel de haut niveau, on est dans des sports amateurs du fait de la médiatisation, et cetera. Donc à un moment donné, il a fallu trouver un emploi qui me permettait et d'organiser mon temps pour pouvoir m'entraîner, partir sur les compétitions, mais aussi pour, me rémunérer suffisamment pour pouvoir compléter mon budget puisqu'aujourd'hui, je mets quasiment 100 de mes économies dans ma passion, dans mon sport pour pouvoir le réaliser. Heu et le moyen que j'ai trouvé pour répondre à ça, c'était, de développer mon entreprise où je suis associée donc avec mes frères qui pratiquent le même sport aussi, dans la menuiserie, dans la terrasse. Donc aujourd'hui, on s'est organisé de façon à pouvoir, travailler aussi à distance, se libérer du temps pour s'entraîner. On a un quotidien qui est ultra chargé, bien évidemment, mais voilà, ça nous permet de pouvoir exercer notre métier et en même temps, notre passion.
Et il y a énormément de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport. Donc, au final, ce qui me fait plaisir dans mon sport, bah, je le retrouve dans le travail en me challengeant sur mes objectifs entrepreneuriaux. Ok. Du coup, le fait d'être ambassadrice de la part fitness, c'est un de tes partenaires qui t'aide pour aller en compète? Tout à fait. Alors, c'est assez nouveau. On a monté ce partenariat-là. Enfin, on travaille dessus depuis 3-4 mois maintenant. C'est officiel depuis début décembre. Et en fait, la part fitness prend vraiment toute ma préparation physique et m'accompagne sur toute ma préparation jusqu'à me mettre à disposition mon entraîneur sur mes compétitions et dans toutes les semaines en amont. Il faut savoir qu'en période d'entraînement, je m'entraîne tous les jours. Euh, et l'appart me permet de me mettre à disposition justement quelqu'un et aussi les salles pour m'entraîner au quotidien. Ouais, c'est génial. Moi, pour rappel, pour les auditeurs, la part fitness, c'est une chaîne de fitness avec, je crois qu'il y a pas mal de clubs dans tout l'Hexagone, quoi. Bien sûr, Donc, c'est l'avantage, c'est que voilà. partout où on est en France, on peut aller s'entraîner dans une salle d'appart fitness. Et l'encadrement est hyper pro, hyper spécifique, donc ça m'a plu tout de suite, quoi. Bon, super. Bah écoute, on te connaît bien maintenant, hein. On sait à peu près, on a cadré. Alors, le principe du podcast, c'est qu'avant même de parler et d'introspecter ton mental, et de parler un peu de comment tu te prépares mentalement pour tes compètes ou dans la vie au quotidien, hein, dans tes activités pro, on va aller sur cette saison. Je fais un petit mix entre le portrait chinois et le questionnaire de Proust. Donc, sur quelques questions, avant, c'est ton échauffement, et après, on rentre dans le vif du sujet du mental. Ça te va? Ok, c'est parti. Allez, c'est un challenge, hein. J'espère que tu es prête. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis prête. Non, tu vas voir ça, ça va aller tout seul. Alors, Estelle, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Euh, je pense que je serai le bleu pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la couleur de l'eau, ça reste mon élément. Et c'est une couleur qui est assez vivante, qui peut se dégrader aussi en fonction de l'humeur qu'on a, qui me plaît assez bien. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Un livre. Alors pour tout te dire, je lis pas forcément beaucoup de livres, même si je me cultive sur plein de choses, mais pas forcément sur des livres. Dernièrement, un livre qui m'a bien plu, c'est un livre de Pierre David, justement, sur la préparation mentale qui s'appelle L'identité gagnante et qui, je pense, est un livre un peu clé pour performer dans les différents domaines. Ok, bah, j'espère, tu vois, tu lis, puisque euh, C'est vrai. tu l'as trouvé, le livre. Le moment de la journée que tu préfères? Le matin. Le matin, parce que je suis très efficace le matin. Je commence mes journées assez tôt. Généralement, à partir de 7 heures, je suis au bureau ou déjà en activité. Et j'aime bien le matin. On peut travailler au calme les premières heures. J'aime bien ça. La qualité qui te caractérise le plus? La persévérance, je pense. Ça ressort souvent chez les athlètes de haut niveau, la persévérance, sur toutes les interviews que j'ai faites. Mais ouais, c'est une clé, la persévérance. On n'a rien sans persévérer. C'est vrai. Elle est un peu plus dure peut-être, parce que souvent les athlètes en ont pas mal. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. euh, mais je dirais que le succès commence par l'ambition. Ah, elle est pas mal, ça, on me l'a jamais sorti encore. C'est ça y est, à noter dans les annales du podcast. Ton principal trait de caractère? Je réfléchis. Euh, La bonne humeur, je pense, la gaieté, la jovialité. Je suis assez blagueuse, ouais, je pense que ça me caractérise pas mal. Ok, ok, tu pourras faire des blagues pendant le podcast si tu veux. Ouais, c'est ça. Ok, alors encore deux, trois, et après on parle de mental. Ta musique préférée? Ma musique préférée. euh, En ce moment, j'écoute pas mal. En tout cas, pour m'échauffer, j'ai beaucoup écouté Love Yourself de Eminem. Ah ouais, c'est vrai que elle est hyper entraînante Ouais, et elle est c'est une entraînante chanson et où elle me plaît bien, mais ah ouais.
J'en aime Et elle plein des conditionne, je musiques, mais en trouve. ce moment, ouais, c'est ça, exactement. Je trouve qu'elle conditionne au combat, je trouve. Exactement. C'est pour ça que je l'utilisais dans mes échauffements avant les courses. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ça m'arrive de plus en plus. Alors, si tu devais en choisir un, lequel choisirais-tu? Ah, je sais pas si j'en écouterai assez pour me souvenir des noms et dernièrement, j'ai écouté, je crois, ça s'appelle Championne du monde, peut-être? Exact. Ouais, Ouais, j'en ai écouté championne du monde. quelques-uns et ça m'a beaucoup plu, ouais, notamment un avec Laura Tarantola. Il y a aussi L'Extraterrien que j'ai écouté quelques fois. Ah ouais, c'est vrai, exact. Mais j'avais interviewé la créatrice de Championne du monde dans un podcast de la saison 2. J'écoute, ouais, avant de dormir ou dans les entraînements aussi qui sont un peu plus calmes. C'est intéressant, ça change de la musique. Allez, la dernière question. Bon, c'est pas une question piège, elle est facile. Ton sport préféré? Bah, le jet évidemment, hein. Et t'en as pas un autre que tu Si, pratiques? j'en ai un autre que je pratique, j'aime beaucoup le crossfit aussi. Le vélo, la moto, le ski, enfin j'aime un peu tous les sports, extrêmes à côté et sinon le crossfit, ouais. Allez, on va parler de mental. C'est parti. C'est Alors, parti. on va revenir un petit peu quand même sur ton parcours. Hop, Service après-vente, excuse-moi. bonjour. Ouais, c'est ça, j'ai coupé le téléphone. Allez, donc on revient un peu. Il t'inspire quoi ton parcours à ce jour? J'ai beaucoup, évolué. C'est ce que je trouve, cool que ce soit, je pense, dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, c'est qu'on progresse, on évolue vachement, sur soi. On apprend à se connaître, à évoluer et si je prends du recul, depuis, que je suis dans le haut niveau, donc depuis quasiment 2016-17, je pense que je me reconnaîtrais pas, entre quand j'ai commencé et aujourd'hui, par l'évolution plutôt mentale justement que j'ai faite, sur ma carrière. De quoi tu es le plus satisfaite maintenant quand tu regardes dans le Hem rétroviseur? Et ben, justement par cette évolution, je pense que c'est la manière dont j'aborde, les compétitions et les choses. À l'époque, j'étais très, très fermée sur, le résultat, et aujourd'hui, je suis un peu plus ouverte. Quand je fais une compétition, bien évidemment, je vise la victoire, mais je me satisfais, pas que du résultat, c'est-à-dire, aussi de comment j'ai abordé la compétition, comment j'ai réussi à me donner, les contraintes que j'ai eues et comment j'ai réussi à les justement à les relever et ça, j'en suis assez fière parce que c'est pas facile de le faire. C'est pas facile du tout. Très souvent, c'est vrai qu'on est focus sur le résultat et qu'on en oublie tous les moyens qu'on se donne pour réussir. C'est ça et Donc, dans un résultat, il y a enfin, aujourd'hui pour, quand les sportifs de haut niveau, pour performer, pour avoir le résultat, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Tous ces paramètres, on les contrôle pas forcément, donc on peut pas s'en vouloir parfois de pas avoir un résultat parce qu'il y a des paramètres qu'on contrôle pas et du coup, j'essaye de rester sur, d'être satisfaite sur les paramètres que j'ai pu contrôler et comment j'ai pu le faire, quoi. et c'est vrai que, bon, pour rappeler aux auditeurs, c'est vrai que dans chaque discipline sportive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents paramètres de la performance et très souvent, c'est une systémie où chacun des paramètres interagit les uns avec les autres. C'est pour ça que très souvent dans le sport de haut niveau, chaque détail compte parce que chaque détail Exactement. peut faire la différence. D'autant Et plus dans le sport mécanique en plus. en plus, dans les sports mécaniques où en plus il y a on va dire, en tout cas, il y a l'engin qu'on pilote C'est ça. qui est aussi à prendre en compte. D'ailleurs, du coup, souvent, j'ai souvent eu l'occasion du coup, d'échanger avec des pilotes, notamment des pilotes de course, et où souvent ils sont très frustrés quand la mécanique n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent pour pouvoir performer. Ça, c'est aussi quelque chose de. Peut-être que tu pourras nous en parler aussi. C'est peut-être tu as eu des défaillances Bien mécaniques sûr. un jour, et ça, c'est pas facile à prendre en considération dans le mental parce qu'il faut quand même prendre du recul sur. Finalement, on a tout donné nous, et puis la machine nous fait défaut, donc c'est pas évident. C'est ça. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te fait écho? Est-ce que tu as un souvenir par rapport à ça? Bien sûr, ça me fait tout à fait écho et je dirais même qu'aujourd'hui, bah, d'ailleurs, je suis peut-être un peu fière de ça. Cette phrase, elle m'inspire sans m'inspirer dans le sens où du coup, j'ai appris avec le temps que rien n'était impossible, en fait. Donc finalement, pour moi, rendre possible l'impossible, c'est vrai, mais j'ai presque du mal à le dire aujourd'hui parce que
finalement, il y a très peu de choses qui sont totalement impossibles, même si c'est que 1%, c'est 1% de possible, quoi. Quand est-ce que tu en as pris conscience? J'en ai pris conscience quand j'ai commencé à justement à travailler sur la préparation mentale, je pense en 2020, où j'ai beaucoup travaillé sur, l'identité, sur moi finalement et le développement de chaque être humain et je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment aller chercher ce qu'on voulait et que de toute façon, même si on l'atteint pas, le chemin qu'on utilise pour y arriver nous fait évoluer et progresser donc ouais, Effectivement. il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi qui est enfin une image qui est beaucoup utilisée de du tireur, à l'arc, et on dit toujours, voilà le tireur à l'arc quand il va viser une cible, il va viser la cible, même s'il l'atteint pas, il va viser la cible. Il va pas se dire: «Je vais viser à côté pour essayer de viser la cible», quoi. Même s'il Mmh. sait qu'il y a beaucoup de vent et cetera, il va quand même essayer de viser la cible et moi c'est ce que on va dire, c'est un peu ce que j'utilise dans ma vie au quotidien. Il y a des objectifs que j'ai qui me paraissent, bah, entre guillemets «impossibles», mais de toute façon, c'est pas ne pas les viser qui va m'aider à pas y arriver, donc il faut le viser quoi qu'il en soit. On y arrive, on y arrive, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, quoi. Ouais, souvent, il y en a qui barrent le un et qui remplacent par un. C'est Ça ça. fait impossible. Allez, tu me parles de mental, donc je suis obligé d'embrayer dessus. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, tu le définirais toi comment? Je pense qu'il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs sens à ce mot mental, mais je le rapprocherais plus du développement personnel et de la capacité qu'on a à surmonter, les événements, à surmonter bah, le moment présent, et ce qu'on veut en faire, quoi. Si tu devais décrire une personne qui possède d'excellentes qualités mentales pour réussir, tu le décrirais comment? Je le décrirais comme quelqu'un qui, bah, justement qui fait avec la situation qu'il a. Comme je le disais tout à l'heure, on maîtrise pas tout et la force mentale, c'est justement bah, de faire avec, ce qu'on a et de construire ce qu'on a envie avec ce qu'on a sous les mains, avec ce qui est possible donc ouais, je pense que je partirais là-dessus. En gros, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui va se Voilà. servir des moyens qu'il a à sa disposition et qui va progresser avec le temps, avec Exactement, l'expérience. pour atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés, heu et pas lâcher les bras en disant: «Bah, j'avais pas prévu ça, j'arrête tout». Non, OK, c'est comme ça, la situation elle est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour continuer dans mon chemin avec la situation comme elle est aujourd'hui, quoi? OK. Alors, tu me disais que tu te préparais mentalement. Qu'est-ce que tu fais exactement pour préparer, tes compétitions ou et au quotidien aussi? Comment tu t'entraînes mentalement? Alors j'ai fait une formation en 2020, donc pour la petite histoire, moi je performais, souvent mais je gagnais rarement. C'est-à-dire que j'étais tout le temps sur les podiums, rarement première. J'avais ce petit blocage-là d'être très forte à l'entraînement et en compétition d'être, bien inférieure à mon niveau, de pas exprimer mon potentiel. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler mon mental. Et ça m'a beaucoup aidée et depuis je continue à faire cette petite gymnastique d'exercice. Heu, donc j'ai eu une grosse étape où j'ai travaillé sur vraiment mon identité, moi, ce que je veux devenir et cetera et après des exercices, un peu plus, on va dire, standards de visualisation, de modélisation, un petit peu d'hypnose aussi, hypnose, méditation, je rapproche ça, c'est à peu près pareil, et toujours cette petite gymnastique mentale de voir, les les actions sous des points de vue différents. OK. Est-ce que selon toi, il est primordial pour le mental d'être enthousiaste? Je pense que c'est oui, c'est primordial d'être enthousiaste, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pas l'être à des moments. Il faut être réaliste, je pense que n'importe qui aujourd'hui, qui dirait: «Il faut être positif». Oui, mais on a aussi le droit d'être négatif et c'est dans ces moments-là d'ailleurs où on est plutôt négatif, où on a des coups bas, bah, qui nous permettent d'avoir des clés pour que le moment d'enthousiasme, il soit encore plus beau ensuite, quoi. OK. On va parler de ta confiance. Donc la confiance en soi, on en parle souvent, droit à l'erreur. Alors ta confiance, elle s'est construite, comment?
Euh, je- la confiance, pour moi, ça n'a pas de limite. Je pense que ça continue de se construire tout au long d'une vie. Et la meilleure façon de la construire, c'est tout simplement de se dépasser, en fait. Et pour ça, ça peut être... Enfin, chaque personne, il y a un niveau de dépassement qui est différent. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en public. S'il le fait et qu'il va prendre son courage à deux mains, il va se dépasser. Automatiquement, son niveau de confiance va monter parce qu'il l'aura fait. À l'inverse, quelqu'un qui est très à l'aise en public, bah, lui, il va pouvoir faire augmenter son niveau de confiance en se dépassant sur tout à fait autre chose, par exemple. Donc, je pense vraiment ouais, que la confiance se développe en se dépassant sur des choses qui, à la base, on l'aurait pas fait par justement soit manque de confiance, soit un doute de ne pas y arriver, etc. De se dépasser sur des petites actions du quotidien, ça fait augmenter l'estime de soi et la confiance. Ok. Et toi, au départ, tu étais plutôt quelqu'un avec de la confiance et en fait, du coup, au gré des expériences, des entraînements, des compétitions gagnées, tout ça, tu as upgradé ta confiance ou dès le départ, tu as quand même senti que tu avais confiance dans ce que tu réalisais et c'est pas forcément, il y a des athlètes qui me disent que dès le départ, en fait, ils avaient déjà confiance en eux, en fait, et cette confiance, elle s'est jamais elle s'est développée, mais ils l'avaient déjà de manière, dès le départ, en fait. Ouais, tu as raison, je pense que c'est un peu vrai, par aussi l'éducation que j'ai eue et le milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai toujours, en fait, on m'a toujours appris à me dépasser finalement, donc effectivement, j'ai toujours eu confiance en moi, des fois plus, des fois moins, et selon certains domaines de vie, ça diffère aussi. Ce qui est marrant, c'est que de très jeune, tout le monde avait l'impression que j'étais très forte et que j'avais confiance en moi, ce qui est vrai, mais parfois j'avais des coups bas aussi. Et ça, par contre, les gens ne le comprennent pas forcément. Du coup, quand on paraît très confiant, on paraît certes, mais il y a aussi des moments où on l'est pas, où on doute. Et je pense que chaque sportif a ces moments-là de doute, et c'est des moments qui sont importants en plus pour se remettre en question et pour progresser. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu quand même une certaine confiance en moi, même si voilà, il y a eu des périodes où bah, forcément, je me suis remis en doute et j'ai douté. Après, tu touches du doigt quelque chose qui est important, c'est-à-dire l'éducation de nos parents dans la construction de notre Très estime de important, soi et qui va aussi faire en sorte que du coup, on va avoir confiance dans ce qu'on va entreprendre. Et très exactement. souvent, les parents, au départ, c'est la clé, en fait, hein. C'est ça, et pour le coup, ils nous ont vraiment offert un milieu où, bah, justement on pouvait se dépasser, on pouvait performer, et donc à la fin, le résultat, bah, c'est qu'on prend confiance en soi, c'est sûr. On est fier et forcément, l'estime de soi augmente avec. Quel rapport tu as à l'échec ou au droit à l'erreur? J'ai plutôt un bon rapport parce que j'estime qu'après chaque échec, enfin que derrière chaque échec se cache, aussi une victoire et une évolution. Heu et j'ai en mémoire cette phrase, «Avant de gagner, j'ai appris à perdre». C'est un très bon pilote en jet qui disait ça, et je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas accepter l'échec, bah, il ne peut pas gagner, sur le long terme. Pour moi, c'est vraiment important de l'accepter, et surtout d'avoir le recul, de pas se définir derrière un échec. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a raté une compétition qu'on est nul, mais plutôt de se dire: «J'ai raté cette compétition, pourquoi? Et comment je peux faire ensuite pour pas que ça arrive une nouvelle fois, quoi?» Oui, en gros, la compétition est une expérience dans laquelle on apprend, quoi. Voilà, c'est ça, et surtout le résultat nous définit pas. C'est-à-dire qu'on peut échouer, et ça veut pas dire qu'on est nul ou qu'on est bon à rien, quoi. Oui, mais surtout dans une compétition, on n'est pas tout seul, surtout aussi. C'est ça, Il y a exactement. deux- Et de toute il y façon, a- il y a qu'un gagnant, il y a plusieurs perdants généralement. voilà. Autrement, il faut aller jouer aux échecs avec une intelligence artificielle et la programmer pour, pour C'est gagner. ça. Ok, le regard des autres. Si je te dis ça, le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Bien sûr, ça me parle beaucoup, et j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus parce que c'était principalement mon point de blocage, que j'avais, le regard des autres. J'avais peur de paraître, arrogante et prétentieuse si je «gagnais trop facilement» entre guillemets les compétitions. Donc oui, le regard des autres a été un réel problème pour moi, sur lequel j'ai travaillé, et aujourd'hui je pense que je m'en suis, détachée, pas totalement. Ça m'arrive parfois de
d'y repenser. Mais je m'en suis quand même bien détachée. Je pense que c'est vraiment le point clé sur lequel l'humain peut travailler pour exprimer son plein potentiel, quoi, clairement. Et comment tu as fait pour te détacher du regard des autres? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et ben, en fait, comment dire? J'ai déconceptualisé les choses. Je me suis rendu compte que, finalement, c'était quand même des points de vue et que les points de vue étaient totalement différents en fonction des gens et de la façon de voir l'action. Si je prends l'exemple de la prétention, on peut, penser de quelqu'un qu'il est prétentieux, parce qu'il est en train de, par exemple, de pas sourire quand on le regarde. Une autre personne va pouvoir penser qu'il sourit pas parce qu'il a peur, par exemple. Donc finalement, je me suis juste, j'ai pris un peu de recul en me disant: «Mais le regard des gens, il peut différer en fonction de leurs propres expériences, de comment ils voient la situation». Donc finalement, il n'est pas très objectif, ce regard-là, et le seul regard qui est important, c'est celui que moi je porte sur mes actions et sur ce que j'ai envie de faire et de devenir. Ok. On parle de motivation. Ouais. Alors, quels sont tes trucs à toi pour te motiver quotidiennement, aller t'entraîner, te préparer aux compètes, parce que c'est quand même c'est dur hein, de s'entraîner tous les jours, de se lever Bien sûr. tôt, d'intégrer ça dans sa vie professionnelle, parce qu'en plus, tu as un métier à côté. Il y a des athlètes qui ont la chance du coup de faire que ça. Et il y a beaucoup d'autres sports où finalement ils sont obligés de compiler un métier pour du coup subvenir à ses besoins et financer ses compètes, ce qui est ton cas. Du coup, où tu vas sortir, enfin, comment dire, comment tu vas chercher ta motivation quotidiennement? Alors j'aime pas trop parler de motivation dans le sens où, pour moi, quand on doit se motiver pour faire quelque chose, c'est un peu forcé. Même si, je vais être honnête, c je parfois j'ai un manque de motivation et je suis obligée de me remotiver. Mais je préfère parler d'inspiration et en fait, je viens puiser un peu la force là-dedans. C'est que, aujourd'hui, je suis inspirée par ce que je fais et je suis inspirée par là où j'ai envie d'aller, par le chemin que je parcours pour y arriver. Et c'est ça qui me remotive quand j'ai des coups de baisse. Je pense que c'est la grosse différence quand on est inspiré par ce qu'on fait, on n'a plus vraiment besoin de se motiver. Parce que Ah, t'as raison. c'est naturel, c'est inspiré. Après voilà, il y a forcément des périodes, vu le quotidien qu'on mène, quand, effectivement on mène, le sport plus le travail, c'est quand même parfois fatigant. On est fatigué des fois, où effectivement il faut, se remotiver. Mais il y a aussi des fois où je me motive pas, hein, clairement, et je me dis: «Aujourd'hui, je suis fatiguée, je l'accepte et je m'entraînerai mieux demain», quoi. Ok, du coup, tu t'écoutes. Je m'écoute, ouais. Hmm. Et Mais ok. c'est assez facile du coup quand on est inspiré, j'ai des coups bas, hein, comme tout le monde, mais ça passe très vite parce que voilà, je suis inspirée par ce que je fais, donc j'ai pas réellement besoin de me motiver, on va dire. Oui, après derrière l'inspiration, alors du coup, tu vois, tu me fais réfléchir en même temps. Ça me fait penser un peu à la passion qui nous anime. Par exemple, moi, je sais que ça me passionne d'interviewer des gens pour qu'ils me parlent de leur mental, comment ils font, et de leur parcours aussi, leur parcours de vie. Mais c'est vrai que ça m'inspire. Alors forcément, j'enchaîne les épisodes, j'en fais beaucoup, mais c'est pas un travail en fin de compte, puisque Voilà, tu as pas c'est forcément comment dire besoin de te ça, motiver ouais, c'est pour ça. le faire. Je prends Pour le, toujours l'exemple Mm. du matin, je sais que moi j'avais du mal des fois à me lever pour aller à l'école. Par contre, me lever à 5 heures du matin pour aller skier, je le faisais, sans problème, j'avais même pas besoin de réveil. C'est un peu la même chose en fait. Ouais, ouais, je comprends. Du coup, il y a une notion de passion derrière. Voilà, et je me dis quelqu'un qui a besoin de trop se motiver pendant trop longtemps, c'est-à-dire qu'il a cette étape-là qui est vraiment très longue de: «C'est dur, j'arrive pas à me motiver». Je pense que c'est aussi un signe pour lui dire, «Attention, peut-être que tu es pas sur ton chemin, quoi». Ok, on le note. Écoutez bien les auditeurs. Allez, on va parler d'émotions. La gestion des émotions, c'est quelque chose qui est, du coup, qui est important hein, dans les compètes. Souvent, Bien sûr. du coup, on peut vivre de la pression, on peut vivre différents types de stress. Il y en a qui sont plus inhibants, il y a du stress qui, au contraire, est stimulant. Toi, comment tu fais quand tu es sous pression pour gérer tes émotions? Alors de base, je suis quelqu'un de très sensible, heu, du coup, c'est vrai que c'est peut-être d'autant plus, dur à travailler quand on est sensible. Hem, je dirais que j'essaye de prendre un maximum de recul.
et surtout de toujours regarder les faits, heu, pour justement, mettre à côté un peu, les émotions de ce qui se passe réellement. Si par exemple on reparle d'un échec, on pourrait pleurer toutes les larmes de son corps, c'est important de le faire, ça peut se vider. Mais du coup, après ça, je regarde vraiment les faits, pourquoi j'ai échoué ou pourquoi, et pareil pour le stress finalement. Le stress, c'est bon, c'est pas mauvais. Je pense que, enfin, en tout cas, quand j'entends dire, «Il faut chasser le stress, c'est pas bon pour la performance», pour moi, c'est faux. Le stress, il en faut pour performer. Il faut juste l'accepter, le regarder avec bienveillance finalement et se dire qu'il est là. Le stress, c'est une réaction, scientifique, on va dire biologique du corps humain pour se mettre justement dans l'action et justement, il faut le regarder avec bienveillance, l'accepter, accepter toutes ces émotions, elles sont pas là pour rien, quoi. Oui, tu as raison, c'est une réaction presque physiologique, hein. Bien sûr, pour se mettre en action, ouais, c'est important. En fait, le stress, il est, comment dire, on l'a toujours eu, en fait, c'est en fonction des événements et comment on va réagir à une situation, mais chaque situation finalement se prépare. Tu parlais de visualisation tout à Oui, l'heure, et bah, je pense que la visualisation aussi aide à mieux gérer, on va dire, cette fameuse voilà. pression et le stress, bah, du coup, au contraire, ça peut être un allié de la performance à partir du moment où on sait le maîtriser, en fait. Exactement, c'est ça et après, ben, j'ai mes petites techniques, par l'hypnose, la méditation, d'ancrage, quand j'ai vraiment des besoins, pour me remettre au calme, aussi des techniques de respiration, 2-3 petits outils qui me permettent quand, vraiment je sens que je déborde, d'émotions, de me recentrer finalement sur l'action à mener, quoi. Alors du coup, quand tu parles d'hypnose, tu fais de l'auto-hypnose? Principalement, ouais. Et du coup, ça consiste en quoi exactement? Bah, l'auto-hypnose, ça va consis bah, le la 1re étape, c'est bien évidemment de se mettre un petit peu dans cet état d'auto-hypnose, on va dire. Il y a plusieurs techniques pour ça. Et après ça va enfin, pour mon cas, en tout cas, ça va principalement être de l'écoute aussi, c'est-à-dire que j'ai des petites séquences d'auto-hypnose en écoute, qui me permettent, bah, justement de me recentrer sur le moment présent. Et de me mettre dans l'état dans lequel, j'ai envie d'être, que ce soit de la détermination ou du calme. C'est les 2 principales, entités que j'utilise dans l'hypnose. Et tu parlais de routine de respiration aussi. Quels outils tu utilises? Tu fais de la cohérence cardiaque? Tu as d'autres, Exactement, ouais. La aides? cohérence cardiaque et après avant les départs ou pendant les échauffements, c'est plus, justement, heu, respirer par exemple très vite pour faire monter un petit peu cette fréquence d'excitation, de stress quand parfois on l'a pas assez, quoi. Ça peut Ouais, c'est arriver, ce hein, que dans le sens inverse, ça peut arriver parfois, quand les journées de compétition sont très longues, où on va avoir, qu'une course dans la journée, c'est pas forcément facile de se mettre dedans, et donc on peut utiliser la respiration à l'inverse, aller l'activer pour justement faire monter un peu son état de stress, quoi. ouais, effectivement, et la respiration relaxante, et on peut utiliser des exercices de respiration dynamisante, et C'est ça. c'est souvent les sports de combat, les karatékas qui utilisent ça, quand ils rentrent sur le tatami on l'entend quand ils rentrent sur le tatami, on entend tout de suite le petit souffle qu'ils font quand ils Ouais, partent il y au a des et combat. puis, voilà, il y a des besoins des sports. Je sais que dans le jet, c'est un sport qui est très explosif. La course dure 20 minutes et le départ fait quand même une grande partie de la course, donc il faut être tout dedans tout de suite et pour ça aide bien. OK. Allez, donc on a vu comment tu arrivais à être, du coup focus. Donc je vais pas te poser la question comment fais-tu pour être concentré? Donc du coup, bah, c'est les petits rituels dont tu as parlé, l'auto-hypnose, le fait de respirer pour se centrer et pour être dynamique. La dernière question que je vais te poser, c'est pour avoir une force mentale, on dit qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que je suis d'accord et d'un autre côté, je pense que le lâcher prise, il est tout aussi important et ça démontre une force mentale d'autant plus grande à un moment, de savoir lâcher prise sur, j'en reparle encore, mais sur des paramètres qu'on contrôle pas, par exemple, heu, sur des choses que, il faut effectivement persévérer et rien lâcher, mais parfois il faut aussi accepter de lâcher prise sur certaines choses et on se rend compte que finalement, heu, je prends l'exemple d'un résultat, je veux l'atteindre, mais d'un autre côté, je me dis que si je l'atteins pas, c'est pas grave.
c'est une forme de lâcher prise. C'est pas grave parce que l'échec va me permettre d'apprendre. Et en fait, on se rend compte que quand on n'est plus obtus sur le résultat, on performe beaucoup mieux, quoi. Donc, je suis d'accord et à la fois, je suis pas d'accord dans le sens où il faut rien lâcher, mais il faut aussi accepter de lâcher prise et que on ne sait pas ce qu'on sait pas et que peu importe finalement ce qu'on va vivre, euh, ben, il y aura des bonnes choses à prendre à la fin, quoi. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour en tout cas toutes les réponses aux questions qui concernaient le mental. On n'a pas encore tout à fait fini. J'aimerais qu'on mette un peu en perspective ta saison 2023, comment ça va se passer? Déjà, la saison 2022 a été très particulière parce que je me suis blessée à la première compète de l'année et j'avais quand même de grandes ambitions pour cette saison. Donc, du coup, je l'ai rebasculé sur la saison 2023, même si j'ai pu terminer la saison en faisant quelques courses et avec de beaux résultats. La saison 2023 s'annonce du coup forcément exceptionnelle. J'attends que ça, puisque j'ai passé un an à me réparer, on va dire, à prendre soin de mon corps parce que j'étais un peu cassée. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment hâte. Et je vais continuer de me défier avec les garçons, parce que l'avantage un peu de notre sport, c'est que nous, les filles, on peut concourir avec les hommes. Et, euh, et ça me challenge beaucoup. Donc ça va être un des objectifs, ça va être de courir avec les hommes au championnat de France, au championnat d'Europe, et de faire des podiums parmi eux. Et après, d'aller remporter ce titre mondial chez les femmes. C'est vrai que c'est rare les disciplines sportives aujourd'hui où les hommes et les femmes peuvent concourir ensemble. C'est Quand ça. j'y réfléchis, enfin, là tu m'en parles, mais tu vois, automatiquement, j'en trouve pas là. Non, Donc et il y a d'autant plus de, surtout dans le sport mécanique. Et ce qui est dingue, c'est que on est aujourd'hui 3-4 femmes à s'être lancé un peu ce challenge. Et on y arrive, quoi. Moi, j'ai été championne de France chez les garçons en 2021. Et il y a d'autres femmes à l'international que ça a entraîné aussi dans le même mouvement. Et en fait, c'est assez simple, c'est que la catégorie reine chez les hommes, sur une des compétitions qui a la plus grande renommée, ils ont des primes incroyables que nous, les femmes, on n'a pas. Et du coup, on s'est dit, OK, on va aller les chercher chez eux, quoi. Génial, mais ça serait génial de voir ça aussi, tu vois, dans les sports auto, les sports mécaniques, Formule 1, tout ça, Bien sûr. de voir un peu des pilotes Et c'est féminines. pas fermé, hein. C'est-à-dire que la Formule 1 aujourd'hui, s'il y a une femme qui arrive à obtenir un siège, elle a tous ses droits d'y être, hein. Je pense que Ouais, ça s'est beaucoup arrêté aussi par rapport aux croyances limitantes et à la limite que se mettent les femmes. Moi, c'est un peu on va dire, c'est un peu aussi ma mission et ce que j'aimerais faire comprendre à toutes les petites filles qui nous regardent, qui nous voient, c'est qu'il y a zéro limite, quoi. Aujourd'hui, la société où on peut nous mettre des limites comme quoi on n'arrivera pas certes, au niveau de la physiologie, on n'est pas égal avec un homme en termes de résistance physique, mais par contre, on a d'autres atouts, d'autres avantages à utiliser et qu'au final, dans une compétition, on peut aussi en tirer nos forces, quoi. Ok. Bah écoute, en fait, j'allais te dire, je te laisse le mot de la fin, mais je crois que le mot de la fin, il est dit là, hein, de ce message, en tout cas à toutes les petites filles, de rêver et de se fixer aucune limite dans, en tout cas, les rêves dans lesquels elles aimeraient accéder, quel que soit le sport ou quel que soit le métier ou quel que soit ce qui leur plaît, du coup, de ne pas se Exactement, fixer des limites, d'y croire et de se donner les moyens, voilà, se donner les c'est ça. moyens de rêver, on va dire. Mm. Se donner les moyens et que peu importe, le chemin apportera de toute façon de belles choses, quoi. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci à J'étais toi, ravi Sébastien. de pouvoir recueillir tout ton témoignage et je te souhaite une excellente fin d'année et une très belle saison sportive 2023 et je te dis à bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser à Merci l'occasion. beaucoup, c'était hyper agréable d'échanger sur ces sujets-là, donc merci à toi et très bonne fin d'année aussi. Merci beaucoup.